On en arrive à l'entretien avec notre invitée de la page culture. On vous retrouve, Madame Anne Lemestre. Je rappelle que vous êtes la représentante du bureau UNESCO à Abidjan. Alors, vous étiez en visite dernièrement à Grand-Bassam après les récentes pluies diluviennes. Et votre commentaire donc sur ce que vous avez vu, quel est votre sentiment après ces inondations qui ont frappé la ville historique? Écoutez, pendant cette visite, c'est plutôt un sentiment de désolation que nous avons ressenti avec toute mon équipe, parce que de voir que tant d'habitants, je crois 4400 personnes ont été forcées de quitter leurs habitations et relogées par la municipalité dans 3 centres d'hébergement. Ils ont été obligés de partir. Nous avons discuté avec certaines mamans qui témoignaient qu'elles avaient eu de l'eau en fait jusqu'à la hauteur de poitrine. Donc elles ont eu peur pour elles-mêmes, pour leurs enfants. Les enfants avaient perdu leur kit scolaire, etc. Mais en même temps, je dois dire que je dois saluer toute la mobilisation, toute la solidarité qu'il y a eu autour de cet événement. Solidarité gouvernementale, des ONG, les Nations Unies. Je crois que tout le monde s'est mobilisé pour pouvoir venir au secours des sinistrés. Collaboration également UNESCO avec les autorités locales et partant donc du gouvernement ivoirien. Bien Alors, sûr. on va revivre ensemble ce moment de votre visite dans la ville historique de Grand-Bassam avec notre reporter Salima Toudi. On va regarder, on en rediscute par la suite. Le patrimoine mondial de l'UNESCO a les pieds dans l'eau depuis une dizaine de jours. La ville historique de Grand-Bassam a reçu la visite d'une délégation de l'UNESCO sur les sites inondés. Face aux dégâts, l'UNESCO souhaite déclencher des fonds d'urgence pour faire intervenir une mission d'évaluation de manière à prendre des mesures conservatoires. Toutefois, la situation n'a aucun impact sur l'inscription de la ville historique de Grand-Bassam au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour pallier la situation qui n'est pas une première, l'élaboration d'un plan de prévention des risques et de gestion des catastrophes est envisagée avec les autorités compétentes. La délégation a exprimé sa solidarité envers les populations et a apporté son soutien aux autorités. Voilà, vous avez touché donc du doigt la réalité vécue par les populations. Alors, comment évaluez-vous donc les dommages à l'issue de votre mission? C'est encore un petit peu prématuré de le dire, parce que je ne vous cache pas que vous avez vu que nous ne pouvions pas vraiment circuler facilement et nous pouvions marcher, mais avec des bottes, des bateaux. Et avec le bateau, malheureusement, nous n'avons pas pu rentrer dans certaines maisons qui, comme par exemple la maison Ganamé, est extrêmement fragile. Elle n'a plus d'habitants depuis plusieurs années et de ce fait, elle est particulièrement vulnérable. Donc, nous n'avons pas pu rentrer à l'intérieur. Nous voulions avoir un coup d'œil sur les structures. Ça n'a pas été possible. Encore pour faire cette évaluation. Alors, on se donne un petit peu de temps et c'est pour ça que, dans le cadre des fonds d'urgence, nous avons demandé à ce qu'une mission d'experts vienne ici pour pouvoir évaluer l'ensemble des dégâts. Nous étions encore hier matin avec le ministre de la Culture et toute son équipe pour pouvoir définir les profils de tous ces experts, ingénieurs en structure, conservation du bâti, hydrologues, etc., de manière à pouvoir vraiment prendre toute la mesure des dégâts. Et puis surtout de savoir quand va se faire cette mission. C'est une mission qui durera une semaine environ et nous aimerions la faire la plus vite possible, mais il est vrai que nous devons attendre la décrue des eaux et un temps de séchage nécessaire pour pouvoir mesurer les dégâts. D'accord. Alors, avant donc de mesurer ces dégâts, on l'a vu, le Grand-Bassam a subi d'énormes dégâts. Il y a eu impact non seulement sur le patrimoine bâti, mais sur l'ensemble de la vie culturelle. Par exemple, vous le savez, la célébration de la Bissa, fête traditionnelle de la communauté Nzima, a été reportée. Alors, quelles sont les mesures urgentes, si vous pouvez le dévoiler ici, que l'UNESCO prévoit de prendre à la suite de cette catastrophe naturelle? Oui, nous avons regretté que le festival de la Bissa, qui est tellement important pour la communauté Nzima, ait été reporté, mais il va avoir lieu du 3 au 17, donc nous nous en réjouissons. Parmi ces mesures, si vous voulez, ce que nous souhaitons faire, bien sûr, nous prendrons des mesures urgentes de consolidation qui seront certainement nécessaires. Et puis, d'autre part, nous souhaitons aussi anticiper. Ce que nous souhaitons, c'est établir avec les autorités, avec le ministère de la Culture, un plan de prévention
et de gestion des catastrophes, parce que vous savez que dans un contexte de changement climatique, nous avons là maintenant une crue décennale, je crois que la dernière était en 2003, de cette nature, de cette ampleur, mais il est possible que des événements climatiques assez forts se répètent au fil du temps, et par conséquent, il faut être préparé. Et ça, nous souhaitons mettre ce composant dans le plan de gestion que nous allons de fait réviser. Et puis nous souhaitons aussi identifier les besoins en gestion, parce que ce plan de gestion, il faudra le mettre en œuvre avec la municipalité, avec le ministère de la Culture, à différents donc avec le ministères, avec le gouvernement ivoirien. Donc il faudra voir dans quelle mesure former tout le monde à être préparé. Et ce fonds d'urgence pour le patrimoine de l'UNESCO, on sait, il existe. La ville historique de Grand Bassam, bien sûr, va en bénéficier. Bien sûr, la ville de Grand Bassam va en bénéficier et j'espère bien que sur la base de ces fonds d'urgence qui vont être déclenchés, nous pourrons, dans la vague d'émotions, je dirais, dans laquelle nous sommes, déclencher d'autres financements qui seront pour des investissements plus structurants et dont nous avons besoin pour rénover Grand Bassam. D'accord. Alors, le secteur de l'éducation dans la ville historique a été aussi touché par ces inondations. On a l'exemple de l'école 3 et 4. Alors, que prévoit de faire l'UNESCO, puisque l'éducation est l'un de votre mandat, fait partie aussi de votre mandat? Merci de cette question, oui. Et effectivement, lorsque nous voyons les images ici, lorsque nous avons été voir les écoles 3 et 4, nous avons vu qu'elles avaient été vidées de tous les jeunes qui étaient là et qu'il y avait quand même 40 cm d'eau, donc c'était vraiment impraticable. La cour d'école ressemblait plus à un lac qu'autre chose. Mais nous avons appris par la municipalité que tous les enfants avaient été repris dans les autres écoles de Grand Bassam, donc à notre grand soulagement, et beaucoup de kits scolaires leur avaient été distribués. Néanmoins, nous souhaitons profiter aussi de cette mission d'urgence pour pouvoir évaluer les dégâts qu'il y a eu dans les écoles. Et éventuellement, nous avons un autre fonds d'urgence pour l'éducation et éventuellement déclencher cet autre fonds d'urgence de manière peut-être à réhabiliter les écoles et en tout cas à fournir l'équipement et les kits scolaires nécessaires. Je vais revenir sur cette question introductive. Oui. Alors, question à laquelle peut-être vous ne voulez pas répondre, mais j'espère que vous allez répondre à cette question. Quelles sont les conditions, je reformule autrement, quelles sont les conditions pour qu'un bien soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril? Il n'y a pas de conditions strictes, mais je vais dire que c'est plutôt l'évaluation d'un péril imminent qui mettrait en cause la valeur universelle exceptionnelle du bien. Si nos experts estiment qu'il y a un péril imminent et qu'il faut prendre toutes les mesures urgemment, là, dans ces cas-là, le site est inscrit sur la liste en péril. Donc, il faut encore une mission d'experts pour arriver à cette conclusion. Désolée, et on espère que Grand Bassam va éviter cette inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril. Alors, on va terminer par cette dernière question. Que peut rapporter à l'État parti, ou si vous voulez, à la Côte d'Ivoire, un bien inscrit comme la ville historique de Grand Bassam sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO? Écoutez, plusieurs choses. D'abord, avoir un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est un grand prestige international, beaucoup de visibilité. Vous faites partie d'un réseau d'anges gardiens qui sauvent les plus grande beauté de la planète. Je crois qu'il n'y a pas plus grande fierté. C'est aussi un élément légitime de fierté, je crois, pour les Ivoiriens, d'avoir un site inscrit bien sûr, sur la liste du patrimoine mondial. Et c'est pour nous une grande joie aussi de cette reconnaissance. Ça permet de révéler le patrimoine à ses habitants, on va dire. Mais sinon, expertise technique de la part de l'UNESCO, fonds du patrimoine mondial et fonds d'urgence. Merci beaucoup, Madame Anne Lemestre, d'avoir répondu à nos questions et surtout de nous avoir éclairé sur la stratégie pour la sauvegarde de la ville historique de Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO. Je rappelle que vous êtes la représentante de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Alors, Grand Bassam, première capitale de Côte d'Ivoire, reste un exemple urbain colonial. La ville historique est patrimoine mondial de l'UNESCO et vous le savez depuis 2012. Un patrimoine donc à regarder, à sauvegarder, vous l'avez entendu, pour l'humanité. L'humanité qui reste séduite
par le village des pêcheurs africains de Nzima et par l'architecture coloniale qui dévoile toute la beauté de la ville historique. À demain 20h.